Le débat politique, avant d'être une affaire d'idées et d'arguments, c'est une affaire de vocabulaire, parce que les mots qu'on choisit pour argumenter colorent toujours notre perception du monde. Parfois l'influencent, et dans certains cas la falsifient complètement. Faites-leur avaler le mot et ils avaleront la chose, disait Lénine, et il savait de quoi il parlait. Voilà une leçon qu'on apprend vite en politique. C'est pourquoi les uns parlent de grand remplacement, pendant que d'autres parlent de créolisation. Certains disent premier de cordée, et les autres, les ultra-riches. Chacun sa perception, chacun ses mots. Alors de Goebbels qui choisit sciemment des mots mensongers pour manipuler les masses, à l'utilisation par nous tous, par habitude, de certains mots qui sont connotés, il y a un monde évidemment. Le point commun, c'est que le choix des mots a un effet sur notre pensée. Penchons donc sur ce problème de forme qui est en fait un problème de fond et qui structure notre vision politique souvent sans qu'on s'en rende vraiment compte. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Les situations dans lesquelles le choix de mots devrait alerter notre esprit critique, elles sont nombreuses, mais on va en choisir 3. Alors évidemment, il y a la propagande ou la communication politique pure. C'est Vladimir Poutine qui parle d'opération spéciale plutôt que de guerre en Ukraine. C'est une manipulation des mots évidente. Ensuite, il y a l'ensemble du vocabulaire qu'on utilise pour faire valoir sa vision politique. C'est les syndicats patronaux qui parlent de charges, quand les syndicats travailleurs parlent d'acquis sociaux. Et c'est une bataille de mots qu'on peut considérer comme saine dans une démocratie. Et puis il y a tous ces mots qu'on utilise tous, sans trop les remettre en cause, par habitude, et qui pourtant colorent eux aussi notre vision du monde. C'est parler de ministère de la Défense plutôt que de ministère de la Guerre. Avant, on appelait ça le ministère de la Guerre. Alors c'est des choix de mots qui sont sans doute moins conscients, mais voir leur connotation nous permet d'affûter là aussi notre conscience politique. Alors jetons un œil à ces 3 cas dans lesquels il faut se méfier des mots. Alors premier cas, c'est la propagande évidente, la tentative de manipulation au gros rouge qui tâche. Alors on prenait l'exemple de Vladimir Poutine qui parle d'opération spéciale militaire plutôt que de guerre en Ukraine. Si on prend une définition de la guerre au sens large, c'est-à-dire conflit armé entre 2 groupes constitués, et pas juste juridique avec déclaration de guerre, etc. Des centaines de milliers d'hommes qui envahissent un pays voisin avec l'armée de l'air et la marine pendant des mois, par tous les critères du monde, on appelle ça une guerre. D'ailleurs, l'utilisation du mot guerre a été interdite en Russie ces derniers temps. Donc utiliser le terme d'opération spéciale procède clairement d'une volonté de minimiser et donc de travestir la réalité. Utilisation de mots qui a d'ailleurs inspiré des Russes facétieux. Alors Vladimir Poutine, il n'a pas inventé le bouton à 4 trous. L'utilisation d'euphémismes, c'est-à-dire le fait d'utiliser des mots plus soft que la réalité pour masquer ce qu'il y a de moche ou d'inacceptable, c'est aussi vieux que la parole. L'exemple le plus parlant, et pour le plaisir de faire un petit point Godwin gratuit, c'est les nazis qui, quand ils décident, à partir de 1942, d'exterminer tous les juifs d'Europe, ils ne parlent pas d'assassinat planifié de 6 millions de personnes. C'est beaucoup trop dur de dire ça comme ça. Donc ils parlent de solution finale. Extermination d'un peuple, solution finale. On remplace un mot par un autre, plus acceptable. Maintenant, ce genre de pratique linguistique, il n'y a pas que dans les régimes fascistoïdes qu'on voit ça. En 1960, pendant la guerre d'Algérie, dans les journaux, on ne parle certainement pas de guerre d'Algérie. On a appelé ça pacification. Donc il y a une première catégorie de choix de mots qui, clairement, ne correspondent pas à la réalité et qui nous renvoient tout droit vers Orwell. Est-ce qu'on met le mot propagande dessus ou pas? Chacun décidera. En tout cas, ces mots-là, il faut les voir et il faut les remettre en cause. Deuxième cas ou catégorie, les choix de mots qui procèdent de la bataille politique. Alors là, on n'est pas forcément dans la manipulation pure et dure, mais dans une bataille de mots, à notre sens, assez légitime. Chacun essaye de placer ses mots dans le débat, c'est le jeu de la politique. Moi, je sais que lorsqu'on reprend la rhétorique de ses adversaires, on a déjà perdu la bataille politique. Alors quand Bruno Le Maire tombe d'accord avec Lénine, on peut dire qu'il y a consensus. Alors il n'échappera à personne que même si le combat sémantique est normal et sain dans une démocratie, une certaine liberté est souvent prise avec la bonne foi. La droite parle de charge sociale plutôt que de cotisation sociale. Alors une charge sociale, c'est lourd, une charge, on a envie d'alléger une charge. La baisse des charges, ça s'appelle une baisse d'impôts pour les entreprises. La gauche, elle, quand elle invente la CSG en 1991, la contribution sociale généralisée, la fameuse, elle appelle pas ça un impôt, elle appelle ça une contribution. Contribution, c'est joli, contribution, c'est solidaire, puis c'est collectif. Et puis elle est sociale, la CSG, donc c'est bon pour les gens. Et puis elle est généralisée, tout le monde la paye, donc c'est juste. Ça s'appelle la création d'un nouvel impôt sur le revenu. Donc le débat politique, et souvent économique d'ailleurs, c'est le deuxième lieu où le choix des mots est peut-être moins une description du réel qu'une arme de persuasion. Donc là aussi, attention aux mots utilisés par les uns et les autres. Troisième cas, les choix de mots, qui sont plus vraiment des choix d'ailleurs, c'est juste des mots que tout le monde a plus ou moins acceptés et qu'on utilise sans forcément se rendre compte du passif qu'ils véhiculent. Alors on parlait du vocabulaire utilisé en Algérie. Encore aujourd'hui, dans les manuels scolaires, on parle de colonisation française. Alors colonisation, on y est tellement habitué,
On l'entend même plus. Colonisation, c'est pas plus choquant que ça. Sauf que c'est un mot qui dit une certaine vision de ce qui s'est passé. Si on disait occupation française en Algérie, ça fait bizarre à l'oreille, non? Allez, on s'amuse un peu. Si on parlait de colonisation allemande en 1940, ça gratouille. Alors évidemment, on ne compare pas les deux, mais le fait est que dans l'histoire de France, entre 1830 et 1962, il y a eu agression, puis conquête, puis occupation, puis colonisation. Et on a retenu le mot colonisation. Alors au-delà du vocabulaire utilisé pour l'Algérie, dans tous les domaines, on a accepté un certain nombre de mots, et on les remet plus vraiment en cause. Alors, c'est pas Goebbels ou l'ORTF, mais ils ne sont pas neutres. Alors il y a des milliers d'exemples, On parle de seniors plutôt que de vieux. On parle de territoire plutôt que de campagne. On parle de plan de sauvegarde de l'emploi plutôt que du renvoi de tant de centaines de personnes. Ou de industrie de la défense plutôt que de marchand d'armes. Et dans certains cas, on invente même des perles. On dit revalorisation du point d'indice plutôt que augmentation des salaires. Et tous ces mots ne sont pas forcément négatifs, même si les cas des euphémismes qu'on prend là, on peut s'en moquer un peu. Mais simplement, il faut en être conscient. Que ce soit de la propagande pure, une bataille sémantique dans le débat politique, ou la force de l'habitude, les mots sont souvent utilisés pour habiller et parfois pour travestir la réalité. À nous donc d'ouvrir l'œil. Alors faisons un cas pratique. Question posée par la journaliste Maya Loquet à Jean-Luc Mélenchon sur France 2 pendant la campagne présidentielle de 2022, et qui laissait entrevoir un choix de mots qui nous paraît intéressant. Et pour financer cette aide, vous décidez de priver certaines personnes d'une partie de leur héritage accumulé tout au long de leur vie, au-dessus de 12 millions d'euros. Vous prenez tout. C'est pas confiscatoire? Priver d'eux, le Larousse nous dit que c'est ôter à quelqu'un la jouissance d'un droit ou d'un bien. On prive quelqu'un de quelque chose qu'il a, qui lui appartient ou qui lui revient. Quand on est privé de dessert, le dessert, il était pour nous. Vous décidez de priver certaines personnes d'eux, c'est pas la même chose que de dire vous décidez de faire contribuer ceux qui ont beaucoup d'argent. C'est juste deux manières différentes de formuler une même réalité. Donc le premier truc qu'il faut voir, c'est que ce mot privé, c'est un choix qui est tout à fait respectable, c'est pas le sujet, on ne discute pas le choix de Maya Loquet, mais c'est un choix qui oriente le téléspectateur sur le fond. Maintenant, le fond, justement. Alors réfléchissons 2 minutes, comme dit l'autre. Est-ce que l'État nous prive du montant de notre impôt sur le revenu? Est-ce que la sécurité sociale nous prive du montant de nos cotisations? Est-ce que notre municipalité nous prive du montant de la taxe sur les ordures ménagères? On serait un certain nombre à dire que ça s'appelle un impôt ou un prélèvement et qu'en échange, on a des routes, des hôpitaux et des poubelles vides. Donc impôt ou privation, on laisse chacun choisir. Et l'orientation manifeste de ce choix de mots par Maya Loquet nous paraît tout à fait légitime, surtout quand on a un responsable politique de gauche en face. Maintenant, le héritage accumulé tout au long de leur vie, il pose davantage problème. Là, il faut sortir la clé anglaise. D'abord, on gage que Maya Loquet, elle a eu la langue qui fourche un peu. Elle a sans doute voulu dire héritage que les parents ont accumulé tout au long de leur vie. Les enfants qui en héritent, ils ont eu la chance de naître dans une famille qui a plus de 12 millions d'euros à transmettre et de signer chez le notaire. Ce que sous-entend ce accumuler tout au long de leur vie, c'est que le patrimoine, qui se transforme en héritage à un moment, a été acquis par le travail, ou par la peine, ou par l'effort. Sauf que, question à 1000 francs, est-ce que les patrimoines en France, ils viennent du travail? Ils sont accumulés petit à petit, tout au long de la vie? Ou est-ce qu'ils sont hérités? Alors calculer la provenance des patrimoines, c'est pas évident à faire. Heureusement, les économistes de la Banque de France, qui sont pas exactement des trotskistes, ont étudié ça. Et ils ont trouvé que 60% des patrimoines français proviennent de l'héritage. Plus de la moitié des patrimoines, et donc des héritages, ont été eux-mêmes hérités. On vous met l'étude dans les notes, bien sûr. Et plus on monte dans les patrimoines, plus la part est héritée. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ce dont on parle, c'est la proposition de taxation de l'héritage que fait Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne. C'est des héritages qui sont au-delà de 12 millions d'euros. Donc on ne parle pas de l'argenterie de mémé, ni même de la maison familiale qu'on veut transmettre à ses gamins. On parle de très grands patrimoines. Alors, François Hollande s'était naguère risqué sur le montant de 4 000 euros par mois pour définir les riches, ça avait fait hurler tout le monde. Bon, peut-être que le chiffre de 12 millions mettra plus de monde d'accord. Donc allons voir la proportion des très grands patrimoines. D'après le classement Forbes de 2021, et Forbes c'est comme la Banque de France, c'est pas des zadistes en Sarwell, 80% des milliardaires français sont milliardaires par héritage. 80%. Donc quand la discussion porte sur les héritages de plus de 12 millions d'euros, poser une question qui parle de patrimoine accumulé tout au long de leur vie, on dira pudiquement qu'on est dans l'inexactitude. Donc voilà une phrase qui est intéressante par son choix de mots, et qui montre combien certains mots sont orientés, mais on peut considérer que c'est légitime, c'est le privé d'eux, et certains mots, comme le accumulé tout au long de leur vie, sont des choix auxquels il faut appliquer une double ration d'esprit critique. Maintenant, ne soyons pas plus Robert que Redford. La phrase de Maya Loquet, elle est ce qu'elle est. Et on ose imaginer que si elle lui a donné cette forme, c'est aussi parce qu'elle avait un type de gauche sous la main et qu'il fallait mettre un peu de piquant dans le débat. C'est la loi de la télé, soit.
Mais son choix de mots, tout comme l'inexactitude sur l'origine des patrimoines qu'il sous-entend, doit nous faire dresser l'oreille, et nous rappeler au passage que les sous-entendus, même subtils, ne sont pas l'apanage de responsables politiques, et peuvent se planquer avec plus ou moins de finesse et plus ou moins d'intention dans les questions de journalistes, plus ou moins en mal de clash. À nous donc de regarder de plus près, de percevoir la connotation des mots qui sont employés, d'y réfléchir, un peu plus, un peu mieux à chaque fois, et d'aiguiser notre esprit critique. N'oubliez pas de jeter un œil au format court qu'on fait sur Instagram et TikTok, et envoyez ça aux jeunes autour de vous. Et si ça vous a plu, laissez-nous des petits pouces, chatouillez les algorithmes, et soutenez-nous sur Tipeee. Vous êtes notre seule source de revenus pour développer cette petite chaîne, même les toutes petites sommes, chacun à hauteur de ses moyens, nous aident. Et sinon, rendez-vous au prochain épisode.